De l'assassinat, considéré comme un des beaux-arts, est un essai satirique de Thomas de Quincey, publié pour la première fois en 1827. C'est un texte à la fois ironique, provocateur et profondément critique qui mêle humour noir et réflexion morale. Le texte se présente comme un exposé fictif prononcé devant une société imaginaire appelée le Club des amateurs de meurtre. Dans cette société, les membres ne commettent pas de meurtre, mais les analysent et les admirent comme des œuvres d'art selon des critères esthétiques. L'auteur adopte un ton volontairement pompeux et détaché, imitant celui des critiques d'art. Mais il y a une autre classe d'assassinats en vigueur depuis le début du XVIIe siècle, qui est pour moi une véritable surprise. Je veux dire les assassinats de philosophes. Car, messieurs, c'est un fait qu'au cours des 2 derniers siècles, tout philosophe éminent a été assassiné, ou du moins se vu tout près de l'être, tant et si bien que si un homme se prétend philosophe et que l'on n'ait jamais attenté à sa vie, vous pouvez être assuré qu'il n'a pas d'étoffe. Et je tiens en particulier pour une objection sans réplique à supposer qu'il nous en faille une à la philosophie de Locke, le fait qu'il ait promené sa gorge sur lui en ce monde pendant 72 ans sans que personne ait jamais condescendu à la lui trancher. L'essai revient notamment sur le cas célèbre des meurtres commis par John Williams à Londres en 1811, dans le quartier de Ratcliffe Highway. De Quincey évoque ces crimes comme des chefs-d'œuvre du genre, examinant leur mise en scène, leur originalité et leur impact sur le public, avec le même sérieux que s'il parlait de peinture ou de musique. L'ouvrage comprend aussi des digressions sur la peur, l'émotion esthétique, la perversion du goût et la fascination morbide du public pour les crimes spectaculaires. De malencontreux empêchements surgissent. Les gens n'acceptent pas qu'on leur coupe tranquillement la gorge. Ils s'enfuient, ils se débattent, ils mordent, et alors que le portraitiste a souvent à se plaindre d'un excès de torpeur chez son sujet, l'artiste qui nous concerne est généralement embarrassé par un excès d'animation. Thomas de Quincey nous parle d'assassins qui ont fait l'histoire, tels par le cahier de la Bible, et poursuit avec quelques meurtres d'État, comme ceux de Henri III et Henri IV en France et celui du duc de Buckingham en Grande-Bretagne, sans oublier quelques philosophes qui manquèrent d'être assassinés. Descartes et Spinoza sont du nombre, en terminant par une réunion d'amateurs de crime. Revenons à ce fameux post-scriptum, illustre de tout autre ton, grave, réfléchi, il accumule les détails sur ce qui fut l'affaire Marr Williamson, reconstitue avec une précision qui eût fait les gestes de l'assassin au milieu des carnages qu'il provoque et surtout, il s'interroge sur les raisons de ses actes. Au début, il nous laisse croire que William tuait uniquement pour l'argent et ne voulait laisser aucun témoin, mais cela est loin de représenter la triste réalité.
C'est la deuxième affaire qui attire notre attention, avec une puissance d'évocation qui nous transporte sur la scène du crime en tant que témoin, nous montre que, après avoir abattu Monsieur et Madame Williamson, ainsi que leur malheureuse servante, le tueur n'a aucune raison d'égorger la petite fille qui dort 2 étages plus haut dans sa chambre. La petite fille ignore complètement ce qui s'est passé au rez-de-chaussée, tout comme elle ignore qu'il vient de rentrer dans sa chambre dans le but de la tuer à son tour. Et pourtant, au lieu de se retirer, William s'avance et reprend sa lame de rasoir. Il faudra l'intervention quasi miraculeuse des voisins, alertés par un jeune domestique qui avait réussi à s'enfuir pour que l'enfant échappe à la mort. De Quincey utilise l'ironie pour critiquer l'objectivation du crime par la presse et le public. En traitant l'assassinat comme un art, il montre jusqu'à quel point notre société peut esthétiser la violence en oubliant l'aspect humain et tragique du meurtre. Il parodie aussi les discours d'érudits et les salauds mondains. L'essai est aussi un miroir tendu à la société britannique du XIXe siècle, obsédée par les faits divers, les journaux à sensation et la moralisation publique, mais secrètement fascinée par la transgression. De Quincey pose la question dérangeante de la beauté du mal, ce qui influencera des écrivains comme Baudelaire ou les décadents. Il explore l'idée que la terreur, la transgression ou la cruauté peuvent générer une émotion esthétique, ce qui interroge sur les limites de l'art. Sur ces motifs d'alarme, comme sur d'autres, Madame Williamson, notamment, passait pour posséder une quantité considérable d'argenterie. Le journalier méditait anxieusement, et il pouvait être minuit moins 28 ou moins 25 quand tout à coup, avec un fracas qui proclamait une main animée d'une hideuse violence, la porte de la rue fut soudain claquée et verrouillée. Il était donc là, sans nul doute, ce démon enveloppé de mystère du numéro 29 de Ratcliffe Highway. Oui, cette épouvantable créature qui depuis 12 jours occupait toutes les pensées et toutes les langues était maintenant, trop certainement, dans cette maison sans défense et allait dans quelques minutes se trouver face à face avec chacun de ses habitants. Une question flottait toujours dans l'esprit du public. Y avait-il chez Marr, 2 hommes à l'œuvre? Si oui, il y en avait 2 à présent, et l'un des 2 se mettait aussitôt au devoir de faire la besogne d'en haut, puisque, de toute évidence, aucun danger ne pouvait être plus immédiatement fatal à pareille attaque que l'alarme donnée aux passants d'une fenêtre de l'étage. Pendant une demi-minute, le malheureux, saisi de panique, resta immobile, dressé dans son lit. Puis, il se leva, et son premier mouvement fut d'aller à la porte de sa chambre, non pas dans le dessein de l'assujettir pour résister à une intrusion. Il savait trop bien qu'elle ne comportait ni serrure ni verrou, et il n'y avait dans la chambre aucun meuble déplaçable dont on pût se servir pour barricader la porte, même si l'on avait le temps de faire semblable tentative. Ce ne fut point un effet de la prudence, mais simplement la fascination d'une peur mortelle qui le poussa à ouvrir la porte. Un pas le mena en haut de l'escalier. Il pencha la tête par-dessus la rampe pour écouter, et à ce moment, du petit salon, monta ce cri d'agonie de la servante.
Seigneur Jésus, nous allons tous être assassinés.